Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. D'ores et déjà, excellente semaine des formations. Nouvelle attaque sanglante à Keskov pendant le week-end pascal. 3 soldats ont été tués, au moins 6 autres blessés et des civils ont été visés. Le chaos sécuritaire s'est tenu dangereusement dans les hauteurs. Plus de 1000 morts en Haïti. En 2 mois, le BINU alerte sur un point de non-retour. Maria Isabelle Salvador appelle à une action urgente du Conseil de sécurité pour éviter l'effondrement complet de l'État haïtien. L'ONU envisage par ailleurs une structure d'appui à la mission multinationale. Également au titre de ce lundi, les instigateurs du mouvement de protestation de Canapé Vert rejettent les rumeurs selon lesquelles ils auraient voulu fomenter un coup d'État contre les autorités en place. Ils précisent que leur mobilisation a pour seul objectif de réclamer des actions concrètes et non de renverser le gouvernement. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Les violences n'ont pas cessé dans le pays pendant le week-end pascal. À Keskov, au moins 3 militaires des forces armées d'Haïti ont été tués dimanche dans une embuscade tendue par des bandits armés. 6 autres soldats ont été blessés, dont 2 grièvement. Selon les informations, un nombre inquiétant de victimes est recensé au sein de la population civile. À Port-au-Prince, le quartier huppé de Paco a été la cible d'une offensive menée par des gangs armés, mettant en danger plusieurs maisons au riche patrimoine architectural. 1086 morts et 383 blessés ont été recensés par les seuls mois de février et mars, durant lesquels plus de 60 000 personnes ont été contraintes de fuir les violences. Ces chiffres viennent s'ajouter aux millions de déplacés déjà enregistrés à la fin de l'année 2024, selon Maria Isabelle Salvador. S'exprimant ce lundi devant le Conseil de sécurité, la chef du BINU a averti que le pays pourrait sombrer dans un chaos total. Haïti se dirige vers un point de non-retour si la communauté internationale ne déploie pas les moyens nécessaires pour aider à résoudre la crise. L'échelle de la violence a semé la panique parmi les Haïtiens qui craignent l'effondrement total de l'État, a-t-elle déclaré. À noter que dans un courrier daté du 24 février, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a recommandé au Conseil de créer une structure onusienne d'appui opérationnel et logistique à la mission, laquelle serait financée par le budget du maintien de la paix de l'ONU. Et pour commenter cette actualité, notamment la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et l'éventualité pour les États-Unis de désigner les groupes criminels haïtiens comme organisations terroristes, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir Maître Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, Dr. Berlin Batelmi. C'est un plaisir comme d'habitude. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni une fois de plus sur la question d'Haïti. La représentante du BINU a présenté un rapport plutôt accablant de la situation en Haïti. Elle a dépeint dans ce rapport la situation catastrophique que vivent les Haïtiens quotidiennement. Elle a même parlé d'un point de non-retour. Elle a aussi évoqué le fait que l'État va vers un effondrement total. Vous avez suivi justement ces discours, votre analyse. Bon, Madame Salvador n'a rien dit que vous et moi, nous ne connaissions pas, ou que la plupart des Haïtiens ne savent pas. C'est le bilan extrêmement lourd de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, une situation qui va est gravissime. Donc, ce n'était pas une réunion extraordinaire, c'était une réunion ordinaire pour la présentation du rapport périodique du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti sur la situation qui prévaut actuellement en Haïti. Donc, Mme Salvador n'a fait que dire la vérité. Et d'ailleurs, ensemble avec une Haïtienne qui s'appelle Pascal Solage et tant d'autres qui ont expliqué que la situation en Haïti se dégrade et que cette situation interpelle la communauté internationale
de venir en aide en Haïti de façon accélérée parce que la mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas pu faire son travail. Il y a eu la conseillère en sécurité nationale du président William Ruto du Kenya a elle-même aussi prendre la parole à partir de Nairobi sous forme virtuelle, électronique. Et elle a réitéré que son pays est déterminé à venir en aide en Haïti, mais que la situation économique de la mission multinationale d'appui à la sécurité demeure précaire. Elle a évoqué le problème d'équipement, comme pour expliquer l'absence de résultats probants. Et au niveau des pays, la représentante des États-Unis d'Amérique, il y a eu un changement de ton, parce que c'est la première réunion à laquelle était conviée une représentante du département d'État, ministère des Affaires étrangères des États-Unis, sous l'administration Trump. Et elle a été très claire pour dire que les États-Unis appuient la mission multinationale d'appui à la sécurité, que les Haïtiens ont le devoir de régler leurs problèmes politiques et que les États-Unis ne pouvaient plus assumer le fardeau haïtien au niveau financier comme il l'a fait par le passé et que les États-Unis saluent la contribution d'autres pays pour aider Haïti à trouver une solution. Et elle l'a dit de façon claire et nette, un changement de ton par rapport à l'ancienne administration de M. Biden. Alors, elle a parlé de fardeau. Est-ce que selon vous, c'est le terme le plus approprié, ou du moins, est-ce que tout simplement, on nous dit la vérité en face? Plusieurs réunions pour parler d'Haïti, Haïti toujours au cœur des discussions internationales. Est-ce que réellement nous sommes un fardeau aujourd'hui? Tout à fait, on doit l'admettre. Haïti est un fardeau pour les pays de la région, certainement la République dominicaine avec laquelle Haïti partage une frontière commune. Et la situation sécuritaire, la situation sociale en Haïti impacte gravement sur la République dominicaine. Il y a cette menace. D'ailleurs, le secrétaire d'État des États-Unis, quand il fut nommé pendant son audition au Sénat des États-Unis, avait expliqué qu'Haïti était et constituait d'ailleurs une menace pour la région et une menace en particulier pour la République dominicaine. Et il avait encore souligné ce point de vue lors de son premier voyage à l'étranger et qui avait terminé en République dominicaine. Donc, tout à fait, Haïti constitue un fardeau. C'est un pays qui n'est pas gouverné, un pays qui est au bord de l'effondrement et que la communauté internationale se sent interpellée, mais en même temps, la communauté internationale interpelle les Haïtiens à trouver des solutions pour sortir leur pays du gouffre. Donc, vous avez Haïti qui regarde la communauté internationale pour un appui, la communauté internationale qui dit à Haïti, démerdez-vous. Alors que la représentante des États-Unis qualifie Haïti de fardeau aujourd'hui, ce même lundi, il y a un représentant plutôt de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies qui accuse lui-même les États-Unis d'être le cerveau, d'être le responsable de tout ce qui se fait en Haïti, notamment de la situation sécuritaire. Et selon la Chine, la proximité d'Haïti avec les États-Unis ne devrait pas être une malédiction. Est-ce que aujourd'hui, en écoutant tous les représentants parler, tous les représentants discuter, on a l'impression que les mots ont beaucoup pesé, hein? Tout à fait. Et aussi, enfin bon, il ne faut pas se voiler la face. Haïti fait partie de ce jeu, de cette guerre géopolitique, géostratégique entre les États-Unis et la Chine. C'était une occasion pour le représentant de la République populaire de Chine de mettre les États-Unis devant leurs responsabilités, conformément à ce que les États-Unis appellent la doctrine de Monroe de 1823, quand le président James Monroe avait dit que les puissances étrangères n'avaient aucun rôle à jouer dans ce qui se passe dans l'hémisphère. Donc, tout le monde est au courant de la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis considèrent la Chine comme étant un adversaire de taille. D'ailleurs, le seul adversaire plus ou moins de nos jours dans le monde, et donc de ce niveau. Donc, c'était une occasion pour la Chine de dire Haïti est dans cette impasse, en partie parce que l'histoire de l'implication des États-Unis en Haïti a toujours été mauvaise, notamment en 1915-1934, l'occupation.
et aussi les diverses interventions des États-Unis depuis les années 1990. Les armes, pratiquement 100% des armes proviennent du sud de la Floride. Et quand ces armes ne proviennent pas directement du sud de la Floride, elles transitent par la République dominicaine ou encore par le canal entre Haïti et la Jamaïque. Donc c'était une occasion pour la Chine de mettre les États-Unis devant leurs responsabilités. Maintenant, le représentant russe a été un peu plus nuancé parce qu'il y a un certain rapprochement entre l'administration Trump et l'administration Poutine. Donc le représentant russe n'était pas aussi accusatoire comme il l'était quand l'administration Biden était au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui dit que Haïti, c'est pratiquement la responsabilité des États-Unis, tant au niveau de cause à effet, ou au niveau du fait que Haïti se trouve dans l'arrière-cour des États-Unis d'Amérique. Si les États-Unis d'Amérique ne sont pas en mesure d'aider à résoudre le problème en Haïti, à quoi servent les États-Unis? Donc c'est un peu ça, le jeu géopolitique, géostratégique. Est-ce qu'on peut aussi considérer ce discours comme étant un appel subtil que nous font la Chine, par exemple, de venir nous rallier avec eux? Non, tout à fait. La Chine aimerait également qu'Haïti cesse rompre ses relations diplomatiques avec la République de Chine, Taïwan, pour établir des relations avec la République populaire de Chine. Bon, maintenant, au niveau de ce qui se passe dans le monde, au niveau de la réalité géopolitique, on pourrait peut-être comprendre la réticence du gouvernement haïtien, bien que l'avènement de M. Trump comme 47e président des États-Unis permet à Haïti de regarder cette situation et de saisir une opportunité. S'il y avait une administration américaine qui serait peut-être pas trop sévère envers Haïti pour un tel revirement, ce serait l'administration Trump. Donc, la République d'Haïti a une décision à prendre. Donc, on devrait en profiter, selon vous? Et les pays n'ont que des intérêts. Si les intérêts d'Haïti dictent que Haïti devrait rompre les relations avec Taïwan, c'est ce qu'Haïti doit faire. Sans complexe, sans embâge, sans aucun sens de réticence quelconque, sauf une analyse géostratégique. Si on prenait cette route, que penseraient les États-Unis? Mais ça ne devait pas constituer un frein. Haïti est libre, comme tout autre pays, souverain de décider de lui-même quelle route suivre et qui seront ses alliés ou encore avec quel pays il doit tisser des relations. D'autant plus que la Chine représente la deuxième économie mondiale. Haïti ne saurait en permanence mépriser, ignorer, si vous voulez, la deuxième économie mondiale. Alors que la situation d'Haïti, la question sécuritaire notamment, est au cœur des discussions à cause de la violence armée, de la violence des gangs. Selon des rapports de presse, les États-Unis étudieraient aujourd'hui une possibilité afin de nommer les gangs aujourd'hui terroristes. Qu'est-ce que cela impliquerait? Bon, et la désignation des groupes armés en Haïti, les gangs, comme étant des groupes terroristes, selon moi, ça devrait se faire il y a bien longtemps. Moi, ça fait longtemps que je ne parle plus que de terroristes, parce que ce qui se passe en Haïti se passe d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie, si ce n'est qu'une violence aveugle, une terreur dans laquelle existe le peuple haïtien. Donc, il y a un momentum, hein, n'est-ce pas, que l'on peut constater. Le mois dernier, c'était le tour de la République dominicaine qui partage l'île avec Haïti de désigner les groupes armés en Haïti de terroristes. Ça implique certaines mesures, ça implique quelques conséquences. Aussi pour les États-Unis, ça implique des conséquences. Par exemple, comme les États-Unis ont désigné les cartels de drogue au Mexique, avec le Mexique avec lequel les États-Unis partagent une frontière, comme des groupes terroristes étrangers. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Bon, ça signifie que, comme ça c'est dit dans la résolution 2653 portant sanction, un régime de sanctions des Nations Unies sur Haïti, le gel des avoirs de ces personnes-là, l'interdiction de voyager aux États-Unis, l'interdiction aussi pour tous citoyens des États-Unis d'Amérique d'avoir quoi que ce soit à faire avec ces gens, avec la différence, dans le cadre de, c'était le cas avec les sanctions, le régime de sanctions de 2653, mais avec la différence quand on désigne un groupe de terroristes, c'est-à-dire tout organisme ou tout pays ayant des relations avec les États-Unis ne devrait pas avoir des relations avec ces groupes terroristes-là.
Mais maintenant, sous le terrain en Haïti, il y a des Haïtiens qui vont dire, mais qu'est-ce que ça va changer pour nous? Dans l'immédiat, absolument rien. Les gangs vont continuer, ou encore les groupes terroristes, selon une telle désignation, continueront avec leur forfait. D'ailleurs, ça pourrait même les énerver et ils pourraient resserrer davantage l'étau contre la population haïtienne dans l'immédiat. Cela ne signifie pas forcément que les États-Unis envahiraient les États-Unis, pas plus que les États-Unis ont envahi le Mexique après avoir désigné les cartels de drogue mexicains qui font beaucoup de tort aux États-Unis de l'autre côté de leurs frontières de groupes terroristes. C'est plutôt une décision politique. C'est une décision politique qui montre que l'on est en train de faire quelque chose, l'on tente de faire quelque chose, à défaut de fournir tous les moyens à la mission multinationale d'appui à la sécurité, à défaut de fournir un appui musclé aux forces armées d'Haïti, aux forces de sécurité haïtiennes, pour que les forces de sécurité haïtiennes puissent régler ce problème, à défaut de pouvoir faire pression sur les dirigeants politiques haïtiens pour qu'ils cessent l'absence de gouvernance qui existe actuellement en Haïti, qui fait que le gouvernement haïtien n'est même pas capable de pourvoir à la sécurité de son pays, ce qui est le premier devoir de l'État. Donc, ça aussi met une certaine pression sur le gouvernement haïtien. Si la République dominicaine voisine, les États-Unis... Donc, les autorités haïtiennes seraient interpellées aussi. Parce que, alors, je comprends quelque part la réticence haïtienne. La réticence, c'est quoi? Bon, une fois que vous acceptez qu'il existe des terroristes chez vous, vous comprendrez que dans un pays où l'aéroport international principal de la capitale est fermé, n'est-ce pas, du pays est fermé, et vous désignez vous-même comme étant une république dans laquelle il y a des terroristes. Donc, ça peut comporter des conséquences financières, des conséquences politiques pour Haïti. Donc, il se pourrait que les dirigeants haïtiens se contentent tout simplement que la République dominicaine et les États-Unis désignent ces groupes comme des terroristes. Mais pas elles-mêmes. Mais pas le gouvernement haïtien de façon à éviter, n'est-ce pas, de fournir d'autres, qu'est-ce que je veux dire, justifications, par exemple, aux lignes aériennes pour ne pas avoir des liaisons aériennes avec la capitale d'Haïti, même si ces liaisons existent encore au niveau du Cap haïtien. Ces liaisons seraient aussi menacées si les compagnies d'assurance du monde verraient de mauvais œil un pays qui se désigne comme étant un pays qui abrite des terroristes. Donc la question est vraiment, vraiment sensible pour les dirigeants haïtiens. C'est une question qui est sensible. Merci donc à vous, Pierre-Antoine Louis. Merci, Maître Pierre-Antoine Louis, de nous avoir éclairés. Tout le plaisir pour moi, Dr Barthélemy. Merci encore. Voilà l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité du journal ce lundi. Avec lui, on commentait les questions d'actualité. Merci de votre fidélité à Métro News. Les informations continuent. Les violences des gangs à Kinskov ravagent le secteur agricole. Le contrôle des sections communales par les bandits bloque l'accès des paysans à leurs jardins. Connu notamment pour sa culture maraîchère, les principaux légumes en provenance de Kinskov pour alimenter les marchés à Pétionville commencent à diminuer. Alerte déjà des commerçants. Tandis que leur récolte se perd dans leurs jardins, ils appellent les autorités à faire une intervention rapide pour éviter le pire. C'est un reportage de Richie Fortuné et de Guy Trichoisi. Tout ça, je ne compte toujours avant nous. Mais voici, la vie de marée 9 pas 4 ans, mais nous pas vendre rien. Il est 12h30. Josimène, nom d'emprunt, arrive finalement au marché de Pétionville. Elle transporte son petit commerce de plus en plus réduit en variété en raison des circonstances. Son retard ce lundi s'explique par la détérioration du climat sécuritaire à Kinskov, commune de l'aire urbaine de Port-au-Prince, constamment attaquée par les gangs. Sur place, elle revient sur le calvaire vécu en chemin. Celle où même mon chauffeur m'a donné $800 pour le poteau pour venir déposer au fermat. Parager, chaque côté arrivé pour mettre à terre pour pousser bunda chauffeur pour chauffeur passer dans mauvais route ensemble avant. Nous tellement passé misère, nous pas quitter nous depuis 3h qu'on y a la midi et demi et laisse ça nous réussi arriver là mais par la grâce. Dans ce marché considéré comme lieu d'échange entre les paysans des différentes sections communales de Kinskov et Petite Marchande, l'ambiance n'est pas la même.
La fréquentation qui provoque habituellement des embouteillages est à la baisse et les agriculteurs se plaignent des premiers impacts de l'insécurité sur leurs récoltes. Tout bagay tomate, pois et pois, tout bagay net, tout kilti net, céleri, tout kilti net. Nous pas récolter rien du tout. Mais nous avons 3 mois là depuis nous souffrir, depuis nous subi. Si ce n'est pas des blocs là, nous pas manger, nous pas brin, pour nous venir faire un pave. Si ce n'est pas des blocs, oui, là, côté nous chita. Bien que Kinskov soit considéré comme un véritable grenier qui alimente la capitale en légumes, les cultivateurs de la commune n'ont que quelques restes à liquider. Les tomates, carottes, poireaux, cresson ou encore les choux qu'ils écoulaient en nombre jusqu'ici se réduisent comme peau de chagrin à mesure que les bandits prennent le contrôle de certains secteurs de la commune, bloquant l'accès des paysans à leurs champs où les légumes se perdent. Les conséquences sont sans appel. Légumes pour nous manger, pour nous vivre. Nous n'avons pas de légumes pour nous acheter, nous n'avons pas rien pour nous manger. Nous n'avons pas de l'eau pour nous boire. Nous avons couru, nous avons dormi en bas de bois. Nous avons passé un peu de misère. Nos situations qui sont là, pas bon pour nous-mêmes. Les gens qui sont à courir, ça va nous plus de problèmes. Depuis en 2019, certains paysans alertent de leurs difficultés à récolter en raison de l'insécurité. Dans de nombreux espaces stratégiques du pays comme Kinskov, la production est bloquée par les bandes armées. Le cri d'alarme du maire de la commune joint au téléphone, Massillon Jean. La population senti à bout parce que la pluie tombe au parc à travail et pour avoir un grand goût qui pourrait tomber sur la commune Kinskov, mais sur tout le pays et surtout dans les légumes que mon yo pas qu'à produire. Il n'y a pas qu'à récolter parce que la situation est vraiment difficile. Déjà, la circulation des produits d'un département à l'autre est impossible, toujours à cause de la violence imposée par les gangs. Kinskov, zone stratégique de culture maraîchère, est désormais sous leur menace. Le pire est à craindre et les impacts sur le secteur agricole risquent de s'amplifier, redoutent des économistes et Nomi Germain. Et écoutez, il n'y a absolument aucun doute que situation insécuritaire, ça, qui malheureusement a pris de l'ampleur à Kinskov là, l'a pas accéléré cette tendance justement vers la catastrophe de l'économie haïtienne. Mais bon, écoutez, on ensemble d'autres éléments qui expliquent également quand l'activité a baissé comme ça, écoutez, qui l'autre effet, qui l'autre impact qui a gagné dans l'économie, notamment en matière d'inflation par exemple. Ou qu'on est même Javem, région métropolitaine par au prince pratiquement, c'est une région qui gagne une inflation extrêmement élevée la donne pour l'instant, une inflation de 29,7%. Autre information, l'organisation du 109 pour le changement rejette les rumeurs selon lesquelles le mouvement de résistance de Canapé Vert vise à orchestrer un coup d'État contre le gouvernement de transition. La structure soutient de préférence une lutte visant à contraindre par voie de mobilisation pacifique les autorités à prendre des mesures concrètes facilitant le rétablissement de la sécurité et le retour des déplacés dans leur quartier d'origine. Maître Luxon Alphonse, coordinateur adjoint de l'organisation, était en conférence de presse ce lundi 21 avril. Mouvement pas nous, on n'est pas qu'aux gens politiques. Nous-mêmes, c'est des citoyens que la Constitution bat nous. Droit ça, et chaque fois que l'État a doué bat nous un bagay, que le pas bat nous, pour nous demander l'État. Ça n'a pas rien pour le politique. Bien sûr que nous ne pouvons pas empêcher que des politiciens rentrent dans le mouvement viennent faire manifestation. Nous ne pouvons pas empêcher ça. Mais nous-mêmes, qui c'est moteur, qui c'est poumon, ça qui a passé là, nous ne sommes pas des politiciens. Okay? Nous sommes des citoyens conséquents qui comprennent que si nous quittons, nous rentrons canapé vert. Hein? Donc, yo pral rive, il y a prend Pétionville, il y a prend tout l'autre côté et puis on dit Port-au-Prince ou bien l'Ouest a tout perdu net. C'est ça nous comprendre nous-mêmes qui fait nous prendre la rue. Nous pas aucun bagage politique, peut-être que aucun doit dire manifestation Jean te dit que nous voulons aller faire coup d'état. Non. Une préoccupation nous-mêmes c'est faire l'état ou bien permettre que moun yo retourner la caillou. Nous estimons que si on dit organisation sociale, li gen pour le faire pression sur l'état. C'est ça n'a fait. On dit que nous avons plus que 2 ans depuis que nous avons quitté la caillou. Nous avons mal vivre. Il y a des gens qui prennent choléra. Parce que nous avons un côté que nous avons fait besoin, c'est la manger, la pli a tomber.
L'État pas honte à porter quitter alimentaire ba ou la côté ou ya. Mais préoccupation nous-mêmes dans du 109, c'est faire moun sa retourner la caillou. C'est l'État repousser bandit yo. OK? Parce que grand pile bail qui dit bandit c'est bandit l'État yo yé. Nous besoin pour l'État prouver à population à mon cap dit c'est bandit par l'État. L'État prouver nous que c'est pas bandit par vrai que l'État fait yo tourner fait moun yo tourner la caillou et bandit yo mettre au côté pour mettre yo. C'est la préoccupation nous. Nous pas perdre canapé vert, nous pas perdre Port-au-Prince, nous pas perdre Haïti. Pour refermer la page nationale de ce journal, l'ingénieur Ginette Mathurin exhorte les membres du Conseil présidentiel de transition à œuvrer dans l'intérêt de la population et non à la montée contre eux, car le risque est trop grand. Invitée à l'émission Analyse, elle en a profité pour s'adresser également aux groupes armés, les appelant à clarifier leur position et à exprimer clairement leurs revendications. Ces messages ont été délivrés lors de sa participation à l'émission Analyse. CPTM t'a dit pas mettre population en façon. Population, faut tendre, faut coûter. Faut avec. Ou pas qu'à en face. Si en face, c'est où qu'a perdu. OK? Donc, moi demande nous toutes. Particulièrement, ça me connaît, ça me vient avec vous. D'accord? Je n'ai pas besoin de citer non. Ressaisis-nous. D'accord? Ressaisis-nous. D'accord? Ressaisis-nous, mettez-nous avec population. Pas quitter population en face nous. Monsieur Gangyo, d'accord? Population, pas comme ça nous voulons. N'a crasé le pays, n'a tué. D'accord? Eh bien, commencez pas à dire population, pour qui ça n'a fait ça? Et qui est-ce qui derrière nous a fait ça? Pour nous tous mettre tête nous ensemble, pour nous manger ensemble. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres. À la une de ce 21 avril, nouvelle attaque sanglante à Keskov pendant le week-end pascal. 3 soldats ont été tués, au moins 6 autres blessés et des civils ont été visés. Le chaos sécuritaire s'étend dangereusement dans les hauteurs. Plus de 1000 morts en Haïti. En 2 mois, le BINU alerte sur un point de non-retour. Maria-Isabelle Salvador appelle à une action urgente du Conseil de sécurité pour éviter l'effondrement complet de l'État haïtien. L'ONU envisage par ailleurs une structure d'appui à la mission multinationale. Et puis les instigateurs du mouvement de protestation de Canapé Vert rejettent les rumeurs selon lesquelles ils auraient voulu fomenter un coup d'État contre les autorités en place. Ils précisent que leur mobilisation a pour seul objectif de réclamer des actions concrètes et non de renverser le gouvernement. Voilà ce qui met fin à notre première édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.